Bonjour tout le monde. Bon, on s'amuse dans le studio ici, là, tout le monde danse. On est content à la retenue, on est content. Saison 5, le party continue, la saison est incroyable. On rencontre plein de gens super intéressants, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, et je me gâte aujourd'hui. Je me gâte parce que j'ai l'honneur de recevoir M. Seroujane. Seroujane, merci d'être là. C'est Ryan. Il est temps que tu m'invites, donc je suis content. J'aime ça. On commence en feu. Tu étais dans mes premiers invités dans mon podcast à moi, Les Courtiers du Québec, dans le temps. Oui. Durant le COVID, tu m'as donné la chance de t'interviewer. Puis encore aujourd'hui, j'ai certaines stratégies que tu m'as partagées que j'applique encore aujourd'hui. Oui, tu m'as mentionné ça. Mais puis aujourd'hui, ben, je disais je me gâte parce que, écoute, on se connaît par mon domaine principal, qui est le courtage hypothécaire en finance, que je travaille depuis, malheureusement ou heureusement, depuis 20 ans. Et puis, on va parler un peu de ça, parler des marchés, mais tu as une histoire quand même assez unique, Seroujane. Et puis, on va explorer un peu ton histoire personnelle. Et qu'est-ce que tu as été capable d'accomplir. Donc, à part d'être courtier hypothécaire, homme d'affaires, une des choses principales, tu as fondé Elevate, qui est une conférence quand même assez incroyable. Là. Tu mentionnais 1400 participants cette année. Oui. Donc, c'est palais de congrès. Donc, l'année passée, c'était palais des congrès. Cette année, c'était dans l'avenue Nesra, la place Nesra à Griffintown. OK, avoir plus de contrôle, donc je suis allé ailleurs. OK, c'est ça. Mais juste être capable de lancer une conférence au Palais de Congrès, on s'entend que c'est pas... moi, j'ai jamais fait une conférence encore de mon équipe au Palais de Congrès. Donc, c'est à ton honneur. Ça veut dire que dans l'industrie, il y a des milliers, littéralement, des centaines, plus que 1000 personnes qui participent. C'est impressionnant que ça l'a pogné. Et ça vient de... It comes from a creation of your own mind. Yeah. Which is beautiful. Thank you so much. I appreciate it. Donc, parlons un peu de ton histoire, parce que là, ton histoire assez unique également. Tu as commencé dans le courtage, mais tu n'es pas né au Canada. Donc, parle-moi un peu de toi. Où est-ce que tu es né? Comment ta famille est arrivée? Parce que tu as quand même vécu... On parle souvent des entrepreneurs ici qui vivent des obstacles, right? Dans ton cas, selon moi, c'est des obstacles que a lot of people would have just crumbled. Yeah. Puis toi, tu as continué, tu as utilisé ça comme tremplin, peut-être comme source de motivation pour continuer. So, parle-moi un peu de of your history, un peu tu viens de où, quand est-ce que tu es arrivé au Canada, pourquoi, puis comment que ton parcours professionnel a évolué. Parfait, bien sûr. Merci Ryan, encore une fois. Seroujane Kanishilingam. Kanishilingam, rappelez-vous de ce nom parce que vous n'aurez pas le choix. Donc, ça va se faire... Moi, j'ai même pas tenté de le dire dans l'intro, là. Seroujane. Easy like that. C'est ça. Donc, je suis arrivé ici à l'âge de 8 ans. On était réfugiés d'une guerre civile qui a dévasté le pays. Un génocide qui a dévasté le pays pendant presque 3 décennies. Plus d'une centaine de milliers de personnes qui sont mortes dans mon pays. Je viens du Sri Lanka, originaire du Sri Lanka. La guerre est terminée autour de 2009. Là, c'est super beau. C'est un des pays à surtout visiter si vous avez la chance de pouvoir. Fou comment les choses changent. Hein? Comment que... C'est la guerre totale, ça va mal, puis then, 20 years later, c'est comme... C'est un autre pays. Ouais. Alors, mon père est arrivé ici dans les années de 1999. Il nous a sponsorisés en 2002. Alors, depuis ce moment-là, je vis ici au Québec. Donc, chaque fois que je retourne dans mon pays, je vois à quel point je suis chanceux. Encore aujourd'hui, après la guerre civile, tu n'as pas les mêmes opportunités. C'est pas pareil. Tu finis tes éducations qui sont des fois même plus élevées qu'ici. Et tu gagnes genre 20 000 par année, 30 000 par année. Donc, c'est pas la même vie. C'est pas la même vie. Donc, j'aime retourner dans mon pays justement pour pouvoir avoir cette perspective que je sais à quel point on est chanceux d'être ici, peu importe la température qu'on a, l'hiver qu'on vit, les taxes, le gouvernement. Donc, toutes ces choses sont... Si tu compares avec ce genre de pays, tu vois vraiment à quel point tu es chanceux. Donc, j'y retourne souvent là-bas. Et je dirais quoi d'autre? Je suis courtier hypothécaire depuis l'âge de 22. J'ai commencé parce que je voulais faire de l'argent tout d'abord. Je voulais faire des grandes choses. C'est la motivation de beaucoup de travailleurs autonomes. Ce serait curieux de savoir, est-ce que cette motivation primaire a continué? Donc, initialement, c'était ça, mais tu m'en parleras continue, mais tu m'en parleras comment ça a évolué. Au début, je voulais faire de l'argent, bien sûr. J'ai toujours été un garçon, un kid plus jeune, très, très curieux dans la vie. J'ai regardé un paquet de vidéos sur YouTube pour savoir, OK, comment tu fais de l'argent? Donc, à l'âge de 22, j'ai eu une conversation avec un ami dans sa Subaru sur la 15 quand il me parlait d'un courtier hypothécaire qui travaillait du Vietnam, qui faisait des hypothèques.
et que tu peux travailler de partout dans le monde. Puis dans ce temps-là, c'était pas si évident, c'était pas si populaire de travailler à distance. Donc, sur un coup de tête, je me suis lancé dans le courtage et j'ai par la suite compris que c'est beaucoup plus difficile. Donc, aujourd'hui, on me donne 25, pourtant j'ai 31, 25, 26. J'ai 31, donc à l'âge de 22, j'avais l'air d'un gamin de 18 ans, donc j'avais un baby face, donc j'avais beaucoup de difficultés à gagner la confiance. Les hypothèques, c'est plus une deuxième carrière, troisième carrière pour beaucoup d'entre nous. Alors, et aussi la clientèle, c'est du monde dans la trentaine et plus. Donc, un petit jeune de 22 qui a l'air de 18, conseiller sur les hypothèques, c'était pas facile. Ouais. Donc, j'ai dû vraiment maîtriser les hypothèques, l'art des hypothèques très jeune. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé le podcast Les Courtiers du Québec. Plus jeune, encore plus jeune, donc j'avance vite, mais la raison pourquoi je suis devenu l'entrepreneur aujourd'hui, puis les gens sont impressionnés par les risques que je prends, qu'il y en a beaucoup qui ne veulent même pas aventurer là-dedans. Tenter de faire ça, ouais. Tenter de ça, c'est que toute ma vie, j'ai eu des obstacles. Donc, depuis que je suis ici, j'ai eu de la difficulté avec la langue française, l'anglais, toutes les langues. Parle un peu de ça, parce que quand tu es rentré au pays il y a 8 ans, tu es arrivé, toi, tu parlais pas français. Non, je parlais pas français. Tu parlais pas anglais non plus. Là. C'était Sri Lankain all the way. Le tamoul. On parle le tamoul. Puis c'est encore le tamoul, là, OK. Ouais, le tamoul. C'est pas que j'apprends des choses. Ouais, il y a deux langues, le singalese et le tamoul. Singalese et tamoul. Au Sri Lanka. OK. Deux religions aussi, bouddhisme et l'hindouisme dans le pays. Il y a un peu de musulmans, un peu de chrétiens, mais, principalement c'est bouddhisme et l'hindouisme. Alors, quand je suis arrivé ici, évidemment, j'avais déjà un obstacle. Moi, j'étais un garçon, même pendant la guerre civile au pays. J'étais très confiant. Je regardais des films Bollywood, Tollywood, qu'on appelle en Inde. Puis je reprenais un peu à l'école. Donc, je battais un peu partout quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais un peu insupportable à l'école au Sri Lanka. Donc, j'étais déjà un garçon assez confiant quand j'étais plus jeune. Donc, je viens ici, boum, choc culturel. Je perds confiance. Je vois des chocolats pour la première fois de ma vie. Alors, je commence à ouvrir le frigo à 2 heures le matin pour manger les frigos. Je prends du poids. Je me fais niaiser à l'école. Donc, ça a été assez tough, je dirais. Mais ce qui m'a vraiment aidé, je dirais, c'est que chaque fois que je prenais action, j'étais capable de changer ma vie. Donc, tellement que je me faisais intimider à l'école, j'ai menti à mes parents que je voulais aller au sport-études dans une autre école. Mais la vraie vérité, oui, il y avait un peu de sport-études, mais parce que je me faisais trop intimider à l'école. Alors, j'ai décidé de changer d'école, de partir d'une école à Chomédé à Saint-François-Duvernay, à Georges-Vanier-de-Laval, dans une école sport-études pour justement comme changer d'environnement. Puis, guess what? Je me suis réinventé. Cet été-là, avant le changement, j'étais au gym. Je suis parti au gym, tout fondu ça. Donc, je commençais à avoir mes six-packs. Donc, transformation totale. T'avais quel âge? J'avais peut-être 17 ans, peut-être, autour de ce temps-là. Alors, j'avais pas de blonde non plus dans ce temps-là. Donc, évidemment, ici, les jeunes, leur première blonde, c'est à 12-13 ans. Moi, je l'ai faite beaucoup plus tard. Mais j'ai toujours envie d'avoir une blonde, quoi. C'est normal. Alors, mais par contre, j'avais pas nécessairement le beau look, puis les beaux amis, ni l'argent pour pouvoir le faire. Donc, j'ai changé d'école. Puis, boum, je me suis recréé. Puis, c'était surprenant à quel point je me suis entouré de nouvelles personnes qui me valorisaient. Alors, toute ma vie, c'était ça. Alors, quand je suis rentré dans le monde de l'entrepreneur, même si c'était pas facile, je savais que si je mettais le travail, je pouvais arriver. Alors, j'ai jamais lâché. À l'âge de 22 jusqu'à 25, mes T4, là, j'étais à 15, 20 000 par année. Donc, pas énorme, mais j'ai beaucoup appris. Puis après, avec le podcast Les Courtiers du Québec, en interviewant tous les grands tomes au niveau du courtage hypothécaire, courtier immobilier, j'ai tout appliqué, puis ça m'a permis d'exploser ma business. C'était smart quand même, parce qu'une des façons que tu as développé en courtage, c'est que, écoute, moi, je veux apprendre de tout le monde qui fait des choses qui sont bonnes. Il y en a plusieurs dans le courtage immobilier hypothécaire qui font des choses uniques. Tu me parlais de l'engagement moral, qui était un des principes que moi, j'avais, mettons, pas créé, là, mais développé, que tu te rappelais que j'ai mentionné quand je suis venu à ton podcast. C'est drôle. Mais c'est smart parce qu'en donnant un voice, là, en ayant un podcast, tu te disais, écoute, veux-tu venir sur mon podcast? C'est smart parce que ça joue sur le ego un peu des individus, right? Ben oui, je veux venir sur un podcast, je veux parler de moi. C'est le fun de parler de soi, right? C'est fun. Donc, je viens, puis en même temps, toi, tu es là, tu te dis, this is perfect for me. C'est comme du coaching gratuit. J'écoute ce qu'ils disent et ça me donne une vision sur le public aussi et pour le monde. Donc, c'est intéressant.
j'avoue que j'avais jamais pensé à ça. Quand moi, j'ai fait le podcast, moi, je disais, il faut que je fasse quelque chose de différent. Je suis tellement habitué de faire le day-to-day. Puis tu as raison que par accident, je vis un peu la même chose que toi. Comme j'ai des invités en entrepreneuriat que, that's interesting, c'est une idée intéressante, ça. OK, c'est cool, ça. Comment tu appliques ça? Tu sais, que tu apprends, right? You learn as much by interviewing than by visiting. Il y a plusieurs avantages de faire un podcast. Donc, ça te permet d'apprendre. Ça te permet de redonner pour aller chercher une visibilité. Donc, tu fais peut-être des clients à travers ça. Ça te permet aussi de bâtir une relation avec ces personnes. Ouais. Right? Souvent, les gens que j'ai interviewés depuis le début, c'était des Ryan Serhant, Ryan Lahaye, Georges Badaji, Patrice Ménard, que leur taux horaire est tellement élevé que tu demandes 10 minutes de ton temps pour avoir un café, ils vont trouver ça insultant même. Ouais. Parce qu'ils sont tellement occupés, ils sont tellement en demande. J'ai pas le temps, exactement. T'as pas le temps. Donc maintenant, si tu l'amènes dans une plateforme où c'est eux le star et on parle uniquement de eux, tout le monde est willing. Ben oui, je vais venir. Et ça m'a aidé aussi le fait qu'il n'y avait pas nécessairement de podcast. C'est vrai. En français pour les courtiers hypothécaires, pour les courtiers immobiliers. Vraiment. Pas mal rien. Quelle année en passant ça? En 2020. Et moi, j'étais un grand fan de I Love Mortgage Brokering. J'écoutais tout le temps. MLB, Scott Beckford. Yeah. Alors, je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de plateforme pour les courtiers dans le but d'aider les courtiers? Donc, j'ai dit, quoi? Ça va être win-win pour moi. Ça va être, je vais apprendre à des meilleurs et pouvoir partager. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi à remplir une salle de 900 personnes l'année passée, en 2024. Cette année, 1400 personnes. C'est grâce à cette plateforme que j'ai créée que tout le monde me connaissait. Tellement de gens, c'est ça, exactement. Et le fait que j'ai donné tellement de conseils, astuces à travers mes invités, que les gens se sentaient confortables de payer maintenant. Donc, toutes ces années-là, j'ai donné gratuitement. Et alors, cette fois-ci, je me suis dit, hey guys, je vais continuer à vous donner, mais cette fois-ci, ça coûte de l'argent parce que c'est quand même une énorme production. Alors, les gens étaient pour. Donc, l'année passée, c'était que des courtiers, 900 courtiers, immobilier, courtier, hypothécaire. Le concept, c'était on met les deux dans la même salle. Il n'y avait pas nécessairement d'événement pour ça. Mais la vision a changé. C'était la première fois que tu fais les deux, non? Ou c'était toujours les deux? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme je disais, pour courtier immobilier et courtier hypothécaire, depuis le début, Elevate, c'était toujours ça pour les deux? C'est ma deuxième édition. Donc, la première édition, c'était les deux. C'est le deuxième. Moi, je pensais que ça faisait le troisième ou le quatrième. Non. OK, c'est juste le deuxième. Tu vois, c'est so big that it feels. Ça sent quand c'est plus vieux, mais c'est juste la deuxième. Je suis content d'entendre ça. C'est juste la deuxième édition. Donc, l'année passée, 900 personnes, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Donc, ça faisait du sens que j'amène Ryan Serhant comme courtier pour nous inspirer comme conférence et vedette. Cette année, on avait changé un peu le modèle. Donc, ce n'est plus un événement de courtier, mais d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que mon objectif ultime, c'est de remplir Centre Bell dans quelques années. Avant mes 35, ça, c'est mon objectif. Et je ne pourrais pas le faire avec les courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Sur 20 000 courtiers, il y a peut-être 1000 qui réussissent. Donc, c'est souvent les 1000 qui viennent dans des événements, qui dépensent, qui investissent sur eux, qui ont les fonds. Donc, est-ce qu'ils réussissent? Ça, c'est une question intéressante à vous poser si vous écoutez l'émission. Est-ce qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils réussissent ou est-ce qu'ils réussissent parce qu'ils viennent? Right? Attends, là, tu m'as perdu. Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils réussissent ou est-ce qu'ils réussissent parce qu'ils viennent? Ils réussissent parce qu'ils viennent. Right? Yeah. C'est un bon point parce que les gens souvent qui ont du succès, c'est parce qu'ils investissent dans eux-mêmes. Right? Ils vont dépenser un certain pourcentage. Un des conseils que je donne à la plupart des gens, au moins dans mon domaine, courtier hypothécaire ou immobilier, c'est et ça devrait être la règle, 10 de ton revenu, ton GCI, ton revenu brut, et réinvestis-le dans toi-même, donc en formation, en conférence. Puis si tu gardes toujours cette règle de 10 %-là, pendant que tu grandis, le 10 commence à être un peu plus... tu peux vraiment participer à des événements. Là. Donc, si tu fais 100 000, c'est 10 000. Si tu fais 200 000, c'est 20 000. Si tu fais 1 million, c'est 100 000. Si tu fais 2 millions, c'est 200 000 d'investissement et d'éducation annuelle. En faisant ça, tu deviens... unbeatable. Tu as tellement d'informations, tellement de références, tellement de contacts que ça devient que... Mais pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est parce que ces gens-là font du R&D comme les grosses compagnies, right? R&D. Un conseil que je ne suggère pas à tout le monde, si tu vas aller vraiment plus rapidement, 50 à 60% de tes revenus. C'est ce que j'ai fait. Moi, je prône la constance, mais c'est ça. Donc, si tu veux y aller avec le all-in, let's go, kamikaze, mais oui, ça marche aussi. Il faut juste que le will, right, pour poursuivre. Absolument. Donc, ce que, naturellement, on voit aujourd'hui que c'est le cas. Donc, reculons un peu. Tu as 22 ans quand tu as commencé. Ça, c'était en quelle année? 2016-2017. 2016-2017. Moi, j'ai commencé dans le domaine en 2006. Donc, tu as commencé dans le courtage. Tu n'avais pas un background en finance. Non. Tu n'avais pas un background. Tu avais juste entendu que ton ami disait que lui, il fait de l'argent, puis je rentre là-dedans pour faire de l'argent.
Tu as commencé... Aussi parce que j'adorais l'immobilier, car à l'âge de 18 ans, j'avais acheté un immeuble, une maison à Ajax, en Ontario, à travers mes parents. Donc, mes parents, ils ont trouvé 20 000 $ dans le matelas, dans mon matelas économisé. Alors, moi, j'haïssais ça quand ma mère rentrait dans la chambre pour pouvoir fouiller un peu qu'est-ce que j'ai. Probablement, elle pensait que peut-être qu'il y avait des mauvaises habitudes. C'était juste de l'épargne? C'était juste de l'épargne. Alors, elle m'a demandé si tu voulais investir dans une maison qu'ils achetaient. J'ai dit, pourquoi pas, c'est de l'argent d'or. Donc, j'ai investi 18 ans et c'était pendant la bulle immobilière. En 2016-2017, c'était autour de ça, je pense, 2015. Bref, à 22 ans, ils m'ont donné ces 20 000 plus un 30 000. Donc, j'ai fait 50 000. J'étais comme le plus riche de ma gang, avec 50 000 d'économie. Alors ça m'a donné encore plus le goût de rentrer dans l'immobilier. Le courtage immobilier, c'était une option. Et le courtage hypothécaire, je ne le connaissais pas. C'est à travers mon ami. Le courtage immobilier, je n'aimais pas trop. C'était pas pour toi? C'est pas pour moi. Donc, vendre des maisons, faire des routes, je m'endors sur la route. Donc, t'étais plus, OK, je rentre dans le financement. J'ai toujours aimé la macroéconomie, microéconomie, les finances. J'en mange tout ce qui est finance. J'ai étudié à Concordia en finance également. Je suis un drop-out. Je n'ai pas terminé, mais j'ai étudié là parce que j'avais une volonté de vouloir foncer là-dedans. Donc, tu as commencé dans le courtage comme self-employed, entrepreneur. Et toi, naturellement, Courtier du Québec, ton premier podcast t'a aidé. Mais toi, tu as décidé, dans le courtage, de te spécialiser. Parce que toi, je pense que tu fais des prêts A, des prêts normaux. On va appeler normal, c'est pas le bon mot, là, mais on se comprend. Mais ta spécialisation, c'est plus dans le prêt privé et le commercial. Pourquoi tu as choisi ça? Parce qu'on s'entend, y avait-tu une raison que c'était-tu pour l'argent, c'était-tu pour la complexité, c'était-tu pour le type de clientèle? C'était quoi la raison de focus sur ce segment de marché-là? Le mentor que j'avais dans mes débuts, il s'appelle Eric, puis lui, il faisait que du prêt privé. Puis à un moment donné, il me rencontre dans une conférence. D'où la raison pourquoi je suis all-in pour les conférences. Une connexion peut changer carrément ta vie. Alors, je le rencontre là, puis c'était le mec qui m'a inspiré de devenir courtier hypothécaire parce que c'est lui le gars que mon ami a parlé comme quoi il travaillait du Vietnam. Alors, il était de retour au Québec. Alors, je suis allé le voir. Il dit, man, c'est toi qui m'as inspiré. Il a trouvé ça assez flatteur. Alors, il m'a dit, viens-t'en dans mon bureau. On va parler un peu de qu'est-ce que je fais. Il dit, OK. Je vais à son bureau. Puis il me dit, écoute, j'ai besoin d'un adjoint. Est-ce que ça t'intéresse? Au début, je ne donne pas de nouvelles. Hein. Je reste un peu... je veux avoir un peu de flexibilité. On va voir. C'est comme si je réussissais. Puis c'était une option. J'avais une option, mais je n'avais pas nécessairement d'option. Et là, je retourne chez moi. Puis j'appelle mon ami avec qui j'ai étudié à l'école. Il dit, bro, il y a Eric qui m'offre la possibilité de donner son adjoint. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Il me dit, bro, prends-le. J'ai dit, ouais, mais je veux développer ma business. Il demande 40 heures semaine, 12 $ de l'heure. Il faut que je le prenne de chez lui pour amener au bureau parce qu'il est semi-aveugle. Alors, c'est comme beaucoup de troubles. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Il dit, écoute, dans ce cas-là, on va faire 50-50, mais moi, je vais apprendre le prêt privé. Alors, on va faire 20 heures chaque. Une semaine, c'est lui, une semaine, c'est l'autre. On revient voir Eric, on propose cette idée. Eric, dans sa tête, il est comme, s'il y a un gars drop, il lâche l'autre, j'ai au moins l'autre personne. Puis le salaire est simplement séparé à deux. Je comprends. Alors, pour lui, il a dit oui. Alors, c'est du pur hasard, mais après, dès que j'ai appris le monde du financement privé, j'ai compris que, OK, il y avait des échelons dans le courtage hypothécaire. Moi, les échelons, au début, c'était comme résidentiel, commercial, mais j'ai aussi compris que tu peux devenir toi-même un prêteur éventuellement, rencontrer des investisseurs, comprendre comment eux ils réfléchissent, comment ils voient l'économie, comment ils voient les finances. Alors, je me suis dit, OK, moi, je vais devenir un jour un prêteur privé par l'entreprise d'Eric. À l'âge de 25 ans, j'ai finalement eu l'opportunité d'être partenaire avec lui en devenant prêteur privé. Donc, j'ai dit, je vais travailler pour lui. Puis, quelques années plus tard, je vais prouver que je vais être en mesure de pouvoir le faire. Puis, à 25 ans, c'était pas facile. Il me disait, à 30 ans, je vais être prêt. Alors, j'ai prouvé le contraire. Encore une autre fois, un obstacle. Comment j'ai réussi à le faire, c'est que parce que j'ai vu que mon ami, qui avait l'autre 20 heures, il est devenu prêteur privé avec Eric. Alors moi, j'étais comme, la semaine d'après, je rentre, puis ils parlent un peu de leur nouveau partenariat. J'étais comme, je suis en tabarnak. C'était un plan à deux. Nous deux, on voulait devenir prêteur privé. Comment ça, lui, il est devenu prêteur? Tu vois? Il était plus âgé, il était beaucoup plus mature, donc je peux comprendre, mais en même temps, il a toujours été le gars que si tu me dis non, il ne va pas chialer, il va juste te prouver le contraire. Alors, si tu me dis non,
t'es un peu dans la merde parce que je vais te prouver le contraire. Ouais. J'ai dit, tu sais quoi, ça me fait chier, mais ça veut dire qu'ils ne voient pas encore la valeur en moi. Pourtant, j'étais le meilleur closer dans l'équipe. On était 3 dans l'équipe. On s'occupait de la division alternative chez Multiprêt. Lui, à Multiprêt, c'est ça. On servait 500 courtiers avec leurs dossiers difficiles. Donc toi, privé ou B? Privé et B, beaucoup plus du privé dans ce temps-là, dans son équipe. Ouais. Alors, chaque fois qu'un courtier n'avait pas de solution, ils n'étaient pas spécialisés là-dedans, ils ne veulent pas se casser la tête, nous, on avait un service. Ils vous référaient, puis on s'occupait de tu voyais pour voir s'il y avait une solution. On s'occupait de tout. Donc, c'est un win-win situation pour chaque partie. Alors, et aussi, j'étais non seulement le meilleur closer, mais tous les courtiers m'aimaient. Ils appelaient Cyrogène au lieu d'appeler Eric, ils appelaient Antoine, ils appelaient moi. Alors, j'étais comme, comment ça se fait que je suis pas comme il m'a pas offert la possibilité? Ouais. J'ai dit, tu sais quoi, je vais juste te prouver le contraire. Donc, 30 ans, oublie ça, j'ai 31. Imagine, à 25, il me dit, 23, 24, il me dit, attends 30 ans. Impossible. Un autre 5 ans. Okay. Alors, j'ai dit, tu sais, la seule façon de pouvoir le prouver, c'est d'amener des investisseurs. Et next thing you know, 3 mois plus tard, je tombe sur un client avec 1 million dans son compte bancaire. J'ai close. Tu dis, OK, nous, on peut investir cet argent-là pour vous en prêt privé. Exact. Okay. Et puis là, je retourne voir Eric et dit, tu sais, tu m'as dit 30 ans. Mettons que j'ai 1 million. Ça t'intéresse-tu? Et là, boum. C'est comme ça que j'ai eu la chance de devenir prêteur. Okay. Puis aujourd'hui, j'ai un peu redirigé ma business dans le commercial. Ouais. Fais-tu encore du prêt privé? Prêt privé, beaucoup de prêt privé et beaucoup de commercial également. Commercial. Ouais. Quand tu dis commercial, parce que l'enveloppe est large, hein? On partit de commercial des business, commercial multilogement, all the above, industriel. Quel genre de commercial est-ce que tu vises? On fait tout ce qui est commercial pur et commercial multilogement. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais étant donné que ça dépend juste vraiment du contact, le réseau que tu as au niveau des banques. Ouais. On est capable de pas mal toucher tout type de commercial car j'ai le réseau. Oui, c'est ça. Le réseau, puis on est familier avec les chiffres, on est familier avec comment que ça fonctionne. Yeah. Au début, parlant de commercial, j'ai toujours voulu faire du commercial, mais le commercial, c'est pas quelque chose que tu apprends, tu as un cours pour apprendre. Yeah. Alors, j'ai dû envoyer des dossiers à des courtiers commerciaux pour leur demander Hey, peux-tu m'apprendre le commercial? Ouais. Le commercial, c'est rough to business parce que les gens qui sont là-dedans depuis longtemps, ils vont partager, mais ils ne vont pas partager comme un fou parce que ils ont traversé les obstacles. Là, donc, ils sont comme que je vais te donner des petits cues, mais you have to. Il faut que tu frappes des murs. Puis, tu apprends, OK, tu fais tes contacts dans les banques, tu fais tes contacts avec des directeurs commerciaux, tu comprends les normes, tu comprends les balises, OK, puis tu bâtis une business. La pure vérité, en faisant de cette manière, j'ai rien appris. Parce que les courtiers commerciaux, ils sont trop occupés. Ils vont t'aider avec le dossier, mais barely, comme tu veux être dans l'appel avec eux, mais ils appellent au moins 100 fois le client durant une période de 6 mois. Ils vont pas nécessairement penser à toi. Alors, ce que j'ai fait il y a comme 3-4 ans, j'ai dit, tu sais quoi, ça marche pas mon affaire. Je vais recruter quelqu'un qui connaît bien le commercial dans l'équipe. Il va commencer à dire aux clients que j'en fais du commercial. Puis, parce que j'avais le brand, les gens, ils savaient que, OK, alors, il va réussir à trouver du financement. Ouais. Puis là, j'ai shippé ça à mon équipe. Mon équipe travaillait le dossier, puis m'apprenait un peu comment le faire. Ensuite, j'ai appris comme ça okay. de comment faire du commercial. Ouais. Là, dans l'équipe, vous êtes combien maintenant? On est environ 10, 12, ouais. 12 personnes. Ouais. C'est quoi avec les architectes hypothécaires. C'est architecte, c'est ça exactement. Donc, architecte, 12 personnes, focusé sur le commercial et focusé sur le prêt privé. Puis évidemment, depuis le début, j'ai toujours touché la A. Pour bien faire du privé, il faut bien connaître la A. Les portes de sortie sont importantes, donc j'en fais toujours du A. Alors, j'ai 2 analystes qui s'occupent du A, un analyste qui s'occupe du commercial. Moi, je suis plus... Et toi, tu génères, tu développes. Je génère, oui. En anglais, on dit originate. Originate business. Oui, c'est ça. Puis là, tu diriges. Puis je m'occupe plus du premier appel, des stratégies, juste avant de shipper ça à mon équipe. Ouais. À ton équipe qui va travailler ça. OK, excellent. Si tu me demandes maintenant comment soumettre un dossier, il n'y a aucune espèce d'idée aujourd'hui. C'est correct. Moi, de moins en moins également. Ouais. C'est normal parce que maintenant, tu gères tes employés, tu gères. Puis le plus que tu travailles sur la business et pas dedans, mais le plus que ça scale, mais le plus que tu connais moins des. Qui est une peur, hein, right? Dans n'importe quel business, puis les entrepreneurs, vous allez, ou ceux qui veulent commencer, c'est probablement l'affaire qui arrête beaucoup d'entrepreneurs, je pense, pour scaler, c'est que les gens ils ont une peur ou une réticence de se sortir de la business, right? D'arrêter de ne pas être opérationnel. Mais quand tu es opérationnel, tu es moins efficace, c'est basé sur toi, right? Tu as besoin de lâcher prise, déléguer, puis travailler sur la business.
Mais cette transition-là est très difficile pour plusieurs entrepreneurs. Comment c'était pour toi? Toi, probablement, c'était comme just go. C'était le blocage de beaucoup d'entrepreneurs dans ce cas-là, c'est qu'ils ont peur que s'ils délèguent, les appels vont rentrer chez ceux qui traitent la demande. Ouais. Une des peurs qu'ils ont. Quand ça sera plus moi, ils vont me laisser. Exact. Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai toujours été dans l'abondance. J'ai toujours travaillé dans l'abondance. Je savais que j'avais un gros brand et que mon brand va continuer à grossir et qu'il va continuer à évoluer. Ouais. Donc, oui, je vais peut-être perdre gauche à droite certains dossiers que les clients vont appeler directement mon gars pour pouvoir traiter. Comme toutes mes personnes, c'est des gens de confiance qu'ils vont finir par me dire. Mais c'est souvent la plus grande peur des individus. Donc, pour moi, c'était comme l'abondance. I'm the brand. Je vais continuer à évoluer. Puis, je ne vais jamais arrêter. Donc, à un moment donné, c'est à l'infini. La clientèle, on peut toujours en avoir. Yeah. Alors, c'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Puis, une des raisons pourquoi je pense que souvent, pourquoi les gens quittent certains mentors plutôt, c'est qu'ils arrêtent de grandir. Ouais, ils arrêtent de grandir. Donc, à un moment donné, tu as peur. Tu es un boss exemple. Tu deviens un peu réticent. Okay, tu ne veux plus partager trop de choses parce que tu as arrêté de grandir. Oui, exactement. Il faut que, comme chef d'entreprise, il faut que tu. À chaque année, c'est pas qu'est-ce que tu as fait dans le passé. À chaque année, il faut que tu te réinventes. Comme qu'est-ce que je vais faire cette année pour me redéfinir et redéfinir mon entreprise pour le garder courant. You're only good as your next deal. That's it. Or the last deal. Right? C'est ça, exactement. Puis so what's next? You know what I mean? Like, dire à quelqu'un, écoute, non, j'ai tout fait ça, je t'ai aidé, tu as commencé. Ben oui, puis c'est fini ça. What are you doing for me now? C'est ça moi qui t'a crié, puis voir que tu me quittes. C'est ça. J'essaie de toujours penser de cette façon-là, comme qu'est-ce qu'on peut créer cette année pour que si quelqu'un dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi récemment? J'ai pas de problème, j'ai fait ça. Ah, OK, ouais. So, every year. C'est a good point. Retournons sur Elevate parce que c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Elevate, parle-moi de qu'est-ce qui t'a motivé à commencer cette conférence-là. Parce qu'on s'est déjà parlé là-dessus, un peu de ta motivation. C'est unique, c'est unique certainement au Québec et d'une certaine manière au Canada aussi. Pourtant, Toronto, Vancouver, il y a un peu plus de rah. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup, right, de ce type de conférence-là. Parle-moi un peu de comme cette idée-là est née de quoi? Parce qu'on s'entend que t'es pas assis là, bien confortable dans ton salon en disant, you know what? Moi, je pense que ça me tente de rouler un événement que je vais regrouper 1000 personnes. Ça peut que ça me coûte plusieurs centaines de milliers de dollars. Puis, j'ai rien à faire ce week-end, so go. Right? So, ça sortit de... Ça sortit comment? Est-ce que tu veux la courte version ou la longue version? Ben, moi, je veux la version la plus intéressante. OK, j'aime ça. OK, la plus intéressante, je dirais, c'est parce qu'il y a un homme qui m'a fait chier. OK. C'est intéressant, right? C'est intéressant. Alors, l'homme en question, c'est M. Patrick Bet-David. Okay. Un des hommes les plus puissants au niveau médiatique, qui vaut autour de 500 millions de dollars actuellement. Un homme très puissant, très connecté à la Maison-Blanche. Il a fait des podcasts avec Joe Rogan. Il a été invité dans le podcast de Joe Rogan 2 fois. Il a interviewé Donald Trump dernièrement avant les élections. C'est un grand homme, right? Okay. Alors, depuis le début de ma carrière dans l'entrepreneuriat, j'ai pas mal écouté toutes ses vidéos sur l'entrepreneurship. Il a donné énormément de conseils. C'est très intelligent. C'est très, très poussé comment il explique le développement des affaires. Donc, je l'écoutais depuis le début et c'était un homme que j'ai valorisé beaucoup. Admirais. À un moment donné, je suis en Colombie. Il demande à ma blonde dans le temps en mariage. Elle me dit oui dans le bateau. Et c'était à Cali. Et malheureusement, la ville de Cali était quand même assez dangereuse. Donc, on ne s'est pas trop amusé, tu vois. Okay. Alors, on s'est dit que avant de revenir, on va faire un stop à Miami. OK. Et là, on est à Miami. On loue un hôtel vraiment... J'ai aucune idée where this is going. Continue, c'est intéressant. Là, on loue un hôtel au bord de la plage à Miami South Beach. Ouais. Il me dit, je vais aller... Fontainebleau? Non. Ça, c'est comme un autre level, ça. Je faisais un peu d'argent, mais pas... pas rendu là, continue. Alors, il y a comme 3-4 ans maintenant. Alors là, durant un matin, j'ai dit à ma femme, on déjeune. On est en train de déjeuner sur le bord du Big Boulevard, où il y a plein de
de touristes qui marchent. Oui, parce que les gens marchent souvent Exact. comme les hôtels sont en arrière, il y a comme un boardwalk. Là. Exact. Puis toi, tu es un peu élevé sur C'est ça. la chose de l'hôtel. C'est ça, on mange un petit déjeuner Yeah, avec yeah, yeah. 100 Je l'ai déjà la vision, j'ai déjà été plusieurs fois. Là, j'ai dit à ma femme, babe, genre, on peut tomber sur n'importe qui ici. Genre, on peut tomber sur des gens, on peut rencontrer des gens, croiser des gens qui valent des milliards de dollars, mais ils sont en short puis en salopette, là, tu vois. Là, j'ai dit ça en début de matinée, puis en soirée, elle veut magasiner. Moi, si vous me connaissez, j'aille magasiner. Genre, si tu rentres dans un centre d'achat, genre, je prends 2-3 choses, puis ouais, t'es comme moi. In-out, c'est out of need. OK, j'ai besoin de pantalon, OK, c'est beau, it fits, OK, bye. Je suis out, c'est ça. Mais tu peux comprendre les femmes, c'est autre chose. Right? Ils veulent faire l'expérience. L'expérience, ils veulent magasiner, prendre un million de choses, tu vois. Okay, ouais. Alors, je savais où que ça allait partir, donc je voulais pas trop participer avec elle. Là, elle me dit, tu es sérieux, Sérujane? Tu veux me laisser dans une ville que je connais pas, toute seule? Là, je l'ai comme, ah, fuck, OK, elle a raison. Donc, je vais aller avec elle. Okay, meilleure décision de ma vie, parce qu'en retour, on marche pour revenir, et je vois un grand homme, 6 pieds 4, avec 2 enfants, marcher toute seule, avec, je pense, un bodyguard dans la rue. Là, je suis comme, babe, c'est Patrick Bet-David. Là, je suis comme, tabarnou, c'est quoi les chances, you know? Ouais. Là, j'ai crié comme si j'ai vu la plus belle fille du monde. Pat! Là, il est comme, est-ce que c'est un terroriste? Est-ce qu'il va me tuer? Il est déjà dans la politique, il parle beaucoup de politique maintenant. Ouais. Alors, là, il est comme, how you doing, buddy? I'm like, I'm a big fan of you, man. I've been watching your stuff for like a couple of years now. How are you? Like, on parle pendant 20 secondes. Et dans ma tête, j'étais tellement stressé que je me sentais malaisé par la situation. Donc, je voyais que ces 2 enfants étaient là. Donc, il y avait un moment de famille, puis là, tu te déranges. Donc, ça s'est passé tellement rapidement que par la suite, je rentre dans un restaurant, puis je crie. C'est comme, fuck! J'ai manqué mon opportunité. Parce qu'il y a 1 an, j'ai envoyé un DM à Pat, comme quoi que j'avais un des plus gros podcasts au Québec, which, no shit, c'est pas le plus gros podcast, mais plus beau podcast pour le courtage. Ouais, c'est ça. Non, j'étais le seul podcast, donc comme quoi que je voulais l'inviter. Donc moi, je suis un gars comme ça, je shoot the shot. Shoot and never know. And you don't know. Et il m'a répondu, il a dit, hey, I'm super busy these days, maybe next year, follow up with me next year. Je sais même pas si c'est lui qui a répondu, mais c'est espoir. Il y avait une réponse, ouais. Il y avait une réponse, parmi, comme il y avait peut-être 3 millions de followers dans ce temps-là. Donc, avoir une réponse de sa part. Donc, j'ai complètement oublié de parler de ça en personne. Là, ça m'a fait chier, tu vois. Alors, là, je retourne à l'hôtel, je regarde un peu qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il y a des événements qu'il organise. Et guess what? Dans 3 jours, il organise un de ses plus gros événements, ça s'appelle Sales Summit, d'environ 300 personnes, $5 000 de billets pour pouvoir rentrer. J'ai dit, babe, c'est ma chance. C'est pas pour rien que je l'ai rencontré dans le trottoir. Faut que je le parle. Je paye le billet, j'avais pas nécessairement les sous parce que j'y vais. À Miami, c'est à Miami. À Miami. Puis là, durant les vacances familiales, toi, tu viens juste de dire à ta blonde, this day, I'm paying $5,000, je m'en vais. 3 days. 3 days. Donc, 3 jours de tes vacances. Bon, maintenant, tu pars, toi. Elle était fâchée que tu n'allais pas venir shopping une soirée. Là, 3 jours de tes vacances, bye. J'ai réussi à le convaincre. Tu sais comment j'ai réussi à le convaincre? Il dit, tu sais quoi, ouais, babe, on va inviter nos amis de Montréal pour venir chiller avec toi. OK. Comme ça, tu ouais, 3 jours. Tu vois? Puis là, j'appelle mes amis, ils étaient tous down, ils étaient tous partants pour venir faire une semaine à Miami. Right. Donc, ils viennent, ils passent du temps avec ma femme. Moi, je m'en vais à l'événement pendant 3 jours. Puis durant ces 3 jours, mon objectif, c'est de dire à tout le monde qu'un jour, il va avoir un podcast avec Patrick Bet-David. Et il y en a qui me pensaient que j'étais fou parce que tous les hommes qui sont là, ils ont payé 5 à 25 000 pour être dans l'événement. Donc, il y a des gens qui valent des dizaines de millions de dollars, puis toi, tu veux faire un podcast avec l'homme que tout le monde est venu voir. Right? Donc, t'es qui, toi? Right? Alors, il y en a qui trouvaient que j'étais fou, puis il y en a d'autres qui disaient, yo, t'es capable, man. It's all started with a dream, right? Yeah. Et la dernière journée, j'ai réussi à le parler. J'avais comme 10-20 secondes pour le parler. Il dit, hey, Pat, do you remember me? We saw each other in Miami South Beach. I'm like, yeah, you're the freaking party pooper. I'm like, what do you mean party pooper? Il me dit, because of you, my child told me that I'm a party pooper because I was having a family time and you came to like disturb us, right? Oh, nice. Ouais, donc j'avais, tu sais, ce moment-là, c'était assez spécial. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Et là, je propose le podcast. Il me dit, voici comment il m'a répondu. Puis c'est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, j'applique ça dans toute ma vie.
il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour le voir. Donc, évidemment, c'est des fans, super fans, maybe. Alors, quand tu poses la question, quand tu demandes une opportunité, de dire non, ça fait mal. Ouais. Alors, comment il m'a répondu, c'est « How many followers you got? » Là, j'ai répondu comme un politicien. J'avais 1000 subscribers dans le temps. Alors, lui, il est dans les millions. Là, j'ai dit Pat, I have the biggest podcast in Quebec. A lot of people knows me here. I really want to do a podcast. I think you're gonna, like Canadians will like it. Je pense qu'il savait là que j'avais pas un grand following. Il me dit, get to a million followers and we'll do the podcast together. Dans ma tête, étant naïf, je suis comme, tu quoi, fuck yeah. Il m'a donné un challenge, je vais le réussir. Je retourne au Québec et là, je réalise qu'il m'a fourré. 1 million de followers. Ryan, tu sais comment... Au Québec, surtout, là, comme si tu regardes juste français, les influenceurs, là, juste les influenceurs connus au Québec, là, they barely make it past 1 million. Like, tu peux les compter sur tes mains. Là, comme, même les bons, là, si tu vois quelqu'un qui a 550 000, you're like, OK, wow! Comme pour le Québec, right? So, et surtout avec ta spécialisation, courtage hypothécaire. Il y a 1700 courtiers hypothécaires au Québec. If you have a 100% adherence, tu te rends pas là. Donc, tu te rends pas là. Là, je suis comme, merde, il m'a eu. Donc, c'est impossible. Là, c'est ce moment-là que j'ai eu une idée brillante. J'ai dit, OK, j'ai été à plusieurs événements. Alors, pourquoi pas organiser un événement et payer Patrick pour venir ici à Montréal? Comme ça, je peux mettre dans le contrat qu'il doit faire un podcast avec moi. Comme ça, bon, win-win pour tout le monde. Exact. Je ne savais pas combien que ça allait coûter. Et j'ai été assez stratégique. J'ai pris tous les numéros de téléphone de son inner circle. Donc, Pat, il est peut-être inaccessible, mais lui, comment il fait son argent, c'est grâce aux opportunités. Ouais. Donc, les gens prennent soin de toi. Ses membres prennent soin de toi. Ouais. Donc, j'ai pris le numéro de téléphone de son bras droit. J'appelle Mario. J'appelle Mario puis je dis, hey, Mario, I want to have Patrick Bedeve here in Montreal. I'm ready to pay. Like, yeah, okay, man. It's $150,000. 150? 150 in 2 dans years le ago. temps, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu disais... $500,000. 500 000. 500 000 US maintenant. 500 000 US. Il est beaucoup plus gros aujourd'hui. Là, j'ai dit, pas de problème. Sache que j'avais pas $1 pour pouvoir le payer. Mais I'm a mortgage broker. I can find the money. Like Patrick Bedeve is a big name. I call Ryan. Maybe he will invest with me. Like I don't know. Like I'll find the money. C'est comme okay, I'll figure it out. I'll figure out. Follow-up question: How many conferences have you done? Là, je suis comme merde. Like instead of answering as a politician, I told him I don't have any experience in building conferences, but I have the right team. I know the right people. J'ai une bonne équipe. Je connais les gens. Il me dit, Sylvain, we can do it, bro. Like we can do it. Like it's a reputational risk to bring Patrick Bedeve to Montreal and half of the room is empty. Là, she comes, you know what? Okay, fine. I'll call you next year, right? Ça, cette conversation m'a poussé à organiser le first Elevate number one. Elevate number one. Okay. Not with him. I got the chance to meet Ryan Serhant through other contacts that I had in the States because I was always telling about my dream, what I want to do, and another friend of mine who does big events, he told me that he has a contact with Ryan. So I'm like, that's even better than Pat. Like for brokers, like Ryan Serhant is mais il est connu là, c'est ça. Ça c'est $1 million listing, yeah. C'est ça, exact. Alors j'ai réussi à faire avec Ryan, grand succès. Les gens. Mais attends, là c'est parce que le Elevate, ok, mais ça c'est 2000. Donc ton premier Elevate c'était 2024. 2024, Palais de Congrès. Donc là tu as commencé, donc tu as dit ok, c'était en 2023 que tu as décidé de commencer à l'organiser. Ça a pris combien de temps de livrer le premier événement? 1 an, 2 ans? On a annoncé en octobre, puis en février. Donc en moins que 6 mois. Moins que 6 mois, oui. OK. En 4 mois, en fait. Octobre, de décider let's go. Ouais. Comme c'était quoi? Donc là, en premier, il fallait que tu vendes des billets. Il fallait que je vende des billets. Il fallait que tu t'ailles, parce que tu as besoin de plus un headliner, right? Il fallait que tu montes ton équipe pour avoir tous ces gens-là. Il fallait que tu bookes le ballet de congrès. Ils t'ont demandé des dépôts. Donc, comment que ce soit étape 1? Là? Comme étape 1, c'est comme, OK, j'ai un team, je commence, on est le 1er octobre, go. C'était quoi ton première étape? OK. Donc, j'avais un peu d'argent, j'avais comme une vingtaine de mille à investir là-dedans. Je sais que j'ai comme le soft cost au début, des petits dépôts. Tu peux toujours négocier pour mettre des plus petits dépôts, des 10%, 25%, pour pouvoir sécuriser la place. Right? OK. L'autre chose, c'est qu'évidemment, vingtaine de mille, c'est pas suffisant. Parce que déjà, Ryan m'a coûté autour de 125 000 US canadiens. Plus fuel. 150 000 canadiens. Plus lui, ça inclut. Au moins, il sait. Lui, comme, I'll take the flight. Like, OK, pas de problème. Comme, même pas besoin de l'hôtel. Pourtant, j'ai donné l'hôtel.
5 étoiles, Queen Elizabeth, Rooftop. Gold floor. Et, I take care of my people. Ouais. Ça, c'est un peu mon style. Genre, pour Andy Elliott, Rolls-Royce, picked up at the airport. On donne la Tout totale. là, pour être sûr que ça donne une bonne réputation à la Bien conférence. sûr, parce que mon objectif, c'est bâtir des relations plus tard. Mais Ryan, tu l'avais gagné le contact, il a dit oui, mettons, OK, oui, mais c'est 150 000. Tu avais déjà dit, OK, c'est beau. Donc, comme lui, il s'est commit right away. Il s'est commit right away because the referral came from a friend of his. OK. Right? Donc, déjà, t'avais lui. Au moins, t'avais lui comme headliner, comme tu pouvais annoncer. Je ne sais pas s'il a fait des recherches sur moi, une chance que non, parce que dans le temps, j'avais peut-être mon Instagram était à 2-3 000. Donc, tu as confirmé lui, mais là, tu as invité une couple d'autres personnes cette année-là. C'était quoi ton line-up? C'est quoi ton line-up année 1, mettons? OK. We had Ryan Serhant, Olivier Primo, ouais. Tatiana Londono. Ouais. Tatiana est très connue au Montréal, ouais. Marsha Saint-Jean. Ouais. Dustin Woodhouse. Ouais, Dustin de Hypothèque, là, Be the Best Broker. Dustin Woodhouse. Ouais. Me, and what else? C'est déjà quand même pas pire. Sugar Sammy. Ah, Sugar Sammy, c'est vrai, le Sugar Sammy, qui lui a parlé aussi, là. Il a fait, non, c'était juste pour divertir. Il y a Roast. Ah non, mais lui, c'est ça, c'était le entertainment side. Lui, comment tu le connaissais personnellement ou même pas? Non, c'était juste un idole pour moi. C'est le comme seul brown guy au Québec qui a réussi à... Écoute, you use it, you can, man. Yeah. Yo, Brown Brothers, let's go. I mean, listen, like from the early stage, like depuis le début là de ma carrière, j'ai jamais vu un Sri Lankan, un Indien réussir à grande échelle au Québec. Like you got a lot of people like Indians and Sri Lankans run Toronto, like run Ontario. Oh, ouais, c'est vrai. Chinese people run Vancouver, but in Quebec, no, there's nobody. Ouais, so le fait d'avoir un nom atypique, Kenny Shillingham, c'est pas comme Tremblay, d'avoir vécu un peu d'intimidation, même du racisme beaucoup de fois. À un moment donné, quand j'étais chez Multiprêt, mon équipe, on voulait comme prendre des secteurs, puis mon mentor, il me dit, écoute, même si tu es le meilleur closer, je veux pas que tu parles pour le côté Saguenay, Québec, parce que peut-être que les gens vont se sentir moins à l'aise. Man, tu sors avec une Vietnamienne, pourquoi tu me dis ça, bro? Genre, ça m'a fait chier, tu vois. Mais ouais, c'est sûr. C'est genre, quoique, peut-être qu'il a raison, stratégiquement parlant, il a peut-être raison, mais du moment que, j'ai fait l'avocat du diable, peut-être qu'il a raison, mais man, ça m'a fait chier, tu vois. Comme, moi, je suis bien québécois, là, je peux causer n'importe quoi qui bouge. Non, je peux prendre l'accent si tu veux, man. Je fais des blagues, salut. 5 secondes, je brise la glace, mais c'est des situations comme ça m'est arrivé. C'est un bon gars, j'adore Eric, mais il y avait peut-être ces blocages. Il y a ces c'est croyances, right? C'est ça, exactement. Alors, pour moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemble un peu, qui réussit bien au Québec. So go. Donc, pour moi, Sugar Sammy, j'ai toujours vu comme... Tu l'as appelé personnellement? Non, j'ai DM. DM direct. DM direct. Puis il t'a dit, écoute, je fais cette conférence-là, voici Ryan qui vient. Attends, si je me souviens bien, DM, il m'a jamais répondu, l'enfoiré. Ah ouais, il l'avait pas? Il m'a jamais répondu. J'étais un bien Sugar, mais tu m'as jamais répondu. J'ai fait un gros texte, là, hey bro, brother from another mother, blablabla. Il m'a jamais répondu. Puis j'ai eu à travers un autre des contacts qui connaissait son agent. Puis il a dit tout de suite oui. Okay. Donc, Sugar, je voulais l'avoir parce que, bon, de un, c'était... headliner connu à Montréal. Franglais, je suis Franglais. Exact. Donc, ça, c'était mes headliners. C'est pas mal ça. Y a-tu quelqu'un que j'oublie? Non, mais c'est quand même... Puis, cool Sugar Sammy, quand même pas pire. Il m'a un bon montant aussi. Il m'a chargé cher, ouais. OK. Donc, tu sais... la meilleure chose qui m'arrive actuellement, c'est que I'm understanding the game. Et je vois où est-ce que je me fais avoir, où est-ce que je me suis fait avoir. Like, you learn through the process. Ouais. And you have also different talents that, like, wants to work with me now. Ouais. Donc, ça aussi, ça aide le fait de pouvoir être plus intelligent pour les prochains. Chaque année, je suis comme, oh, shit, OK, j'aurais pu économiser là, mais whatever. Like, next year, I know what to do. Like, l'événement, ça, c'est une autre beast. C'est comme avoir une business qui commence à zéro, qui explose juste avant l'événement. Donc, t'as pas le temps de comme trop ajuster, genre, ça, c'est là. Ouais, c'est bang, c'est fast execution. Exact. Donc, événement 1, puis là, après, mettons, t'as ton line-up qui est fait, OK? Puis là, après ça, il faut que tu vendes des billets. Faut que je vende on s'entend que là, you promised shit, là, donc il fallait execute, là. Donc, c'était quoi ton marketing? Parce que je me rappelle, en 24, il y avait beaucoup d'appels, beaucoup de choses. Yeah.
je vais donner mon opinion sur le type de conférence. Tu sais que je suis pas un gros fan de ce type de conférence-là. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Il y en a plein, il y en a du bon succès. Like, it's just not my thing. Mais là, il fallait-tu le vendre là, au courtier hypothécaire, au courtier immobilier? C'était quoi how was your marketing? Pour me statuer, pour commenter sur ce que tu m'as dit, pour vrai, ça m'a fait mal. On peut aller là-dessus. Mais like, at least it's my truth. That doesn't mean I'm right. Et tu m'as donné un grand texte et j'apprécie parce qu'il y a beaucoup qui vont simplement pas te dire. Moi, je te dirais, j'ai pas de filtre. T'as pas de filtre, j'ai adoré ça parce que ça m'a donné comme un petit challenge. OK, faut qu'un jour j'amène Ryan comme client. Alors, faut que je m'adapte. Écoute, t'es sur le... I'm already a little more motivated here listening to you. Alors, je dis, ça va bien, là, c'est comme trop... c'est déjà, everything is said, but next year, I'm going to think about it, like, je veux plus technical, like, more strategies. Ouais. Pour donner du contexte aux gens qui nous écoutent, c'est à ce moment-là, moi, j'ai toujours suivi ma règle en affaires, c'était toujours réinvestir dans toi-même. Donc, c'est ça que je fais encore aujourd'hui. Donc, je fais beaucoup de conférences. Puis les conférences que pour moi, c'est mon opinion personnelle, qui m'ont moins aidé, c'est des conférences qui étaient un peu plus rah. Exemple, j'en ai fait des conférences parce que la plupart des conférences finissent avec quelque chose comme un Michael Phelps ou quelqu'un qui a une histoire inspirante. Et c'est intéressant. J'en ai fait beaucoup depuis 20 ans. Au début, c'est motivant, mais qu'est-ce que tu réalises comme entrepreneur? C'est à la fin, la motivation est très is fickle. Comme 3-4 jours après, 2 semaines, mettons 2 mois après, qu'est-ce que Michael Phelps m'a dit? Là? C'est pas applicable, dans le sens que ça sort de là, like, wouh, allumé, mais si c'est, if there's not more, il n'y a rien que je peux appliquer pour modifier, changer, redéfinir ou transformer mon entreprise. Donc, j'ai trouvé que sur plusieurs années, puis c'est ça que j'avais partagé, que if there's not something I can take out of there and apply that will revolutionize, it's just ego. It's ego. You're right. And, puis ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que c'est ça. Donc, j'avais partagé ça, et là c'est de là sort, t'as raison, j'avais écrit comme « This is not for me, this is why. Bye. » C'est pas mal ça. Mais écoute, clairement, il y a un besoin pour ça parce qu'il y a 1400 personnes qui ont décidé d'y aller. So, like, what the fuck do I know? Yeah. I mean, that conversation kind of like put me in a position to like rethink, like penser à comment que je pourrais faire. Mais d'avoir un mix. Un mix. Ouais. Donc, cette année, oui, il y avait Andy Elliott, all rah, comme tu dis, a lot of motivation, but le gars, il a délivré. Là, comme, you should see. Ils sont bons, ces gens-là. Là. On s'entend, là, c'est la qualité. Minutes, là. Il a fait high energy. Le monde. Ouais. Après ça, il y avait Gwenaël qui était plus sur le personal brand, qui a vraiment donné des choses techniques. Yeah, that's more personal. That's more tailored. Ouais, tailored. Justin Lalonde, he worked with Iman Ghazi, Imon Facile, plein de grandes compagnies au niveau du marketing, AI. Beaucoup de choses techniques. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui t'as viré un peu plus technique. Ouais. Alors, en fait, pour mixer motivation avec... Parce qu'il faut que ça soit intéressant et utilisable, right? Selon moi, comme il faut qu'il y ait un mix. Parce que la personne peut être super technical, mais s'il parle comme un compte. Donc, bonjour tout le monde. Voici que c'est comme les gens sont comme... La majorité des conférences corpo, comme dans notre industrie, c'est très, comme tu dis, tu vois, c'est très oui, il y a plein d'informations, très statistiques, mais tu ne sors pas de là, tu dis, oh, ça a changé ma vie. Right? Ouais. Alors, je t'avais partagé qu'une des meilleures conférences que moi, j'ai jamais été, qui mixe technique avec motivation, c'est WOBI, which is World of Business Ideas. Okay. C'est à New York, mais il y en a plusieurs partout au monde. Mais le flagship est à New York. Dans 2 semaines, là, ça va être la 12e année que je vais. Puis c'est de loin. C'est dans quel mois? Novembre. À New York, c'est novembre. À Sydney, New York, Sydney, il y a une place d'Italie, je pense que c'est une place d'Italie, pas Florence. En Italie, ça? Oui, en Italie, so they have it in Italy, they have it in Paris. Non, c'est pas Naples, non. Mais tu vas à celle de New York? Moi, je vais à celle de New York, ouais, c'est ça. Donc, des speakers, tu sais, c'est du Simon Sinek, des présidents, ex-présidents des États-Unis. It's amazing. C'est a big... So it's coming right now? Oui, ça s'en vient dans 2 semaines. Celui qui est un des... Scott Holloway is going to be there. Scott Holloway, que j'aime beaucoup, là, c'est un professeur un peu qui est plus comme coach sur l'importance de développer des hommes forts, mais pas dans pas ce scénario de toxic. Là, mais more like, it's okay to be a man. Mais
what is being a man? C'est take care of your family. C'est respect women, respect others, respect people around you. Pas juste comme, you know. Donc, il y a un beau message. He's also a professor. I think it's MIT. Donc, quand même. C'est un mix de. Il parle bien, mais c'est ça. Donc, tu sais, si t'es rendu, si t'amènes Elevate et je te le souhaite à un niveau comme ça, puis, mais ça, c'est 5 000 US le billet, là. Pour admission générale, 5 000 US? Ouais. Et moi, je paye le gros, là, où est-ce que tu dînes avec les gens. Tu dînes avec, là, personnellement, là, Anthony Bourdain. I had lunch with Anthony Bourdain. Tu sais, des gros noms, là, que tu payes le gros billet, tu les rencontres, tu leur jases. C'est another level. Là. Puis là, tu prends qu'est-ce qu'ils font dans leur business. Jim Collins, Good to Great. On pourrait parler longuement du marché au Québec, comment c'est tough. Très difficile. Right? Surtout en français. Là, tu le fais en anglais. Là, c'est bilingual. Bilingual, mais à trouver du contenu francophone of deep value, très difficile. Et aussi, organiser un événement à $650. L'année passée, on était à 400. Admission générale à 650. Like, it was a war. Like, c'est comme tu vas dans un marché où les gens ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à payer ça. Moi, je paye. C'est pour ça que je te dis 10% là, à 5 000 US. Donc, le gros billet, c'est 10 000 US. Là, à 10 000 US pour 2 jours. Là, not including, juste le billet. Là. Pas payer l'avion, pas payer l'hôtel, pas payer la nourriture. Donc, c'est ça. Quand je parle de est-ce que tu as répondu à le début du podcast, est-ce que ils ont du succès donc ils payent ou ils payent parce qu'ils ont du succès? Je suis d'accord avec toi. Là. Le plus que tu investis en toi-même, le plus que tu risques de sonner différent, de livrer une expérience qui est différente dans ta business, que tu sois en courtage hypothécaire ou en n'importe quoi. Là. Certainement. En entretien ménager, là, n'importe quoi. Là. Ils payent parce qu'ils ont du succès. Right? Ils payent. Ouais, ils ont du succès parce qu'ils payent. Oui, exactement. C'est ça. Exact. Parce qu'on était au niveau de la conversation. Non, c'est ça. Donc là, on était rendu que là, il fallait que tu vendes des billets. Donc là, les billets, comment tu es allé chercher 1000 personnes? C'est beaucoup, là, 1000 personnes. Ouais. Donc, il y a plusieurs. C'est pas une chose qui m'a amené à remplir autant de personnes. La première chose, c'est qu'au niveau financier, j'ai ramené quelqu'un qui est devenu partenaire de cet événement Elevate. Il s'appelle Jeff. Il était le financier. Le CFO, maintenant. Il m'a donné l'argent pour payer les soft costs. Alors, ça m'a beaucoup aidé. Et il y avait l'expérience dans l'événementiel. Donc, moi, je rentre dans quelque chose que j'ai aucune espèce d'idée comment organiser. Donc, il était capable d'avoir an in and outside view of how to do things. Au moins, exact. Pour la première année, ça, c'est la première année ou il est encore là? Non, il n'est pas encore. Mais au moins, ça t'a aidé à learn the ropes. Là. Learn the ropes. Now I get it. I was able to do it myself. Évidemment, il y a une équipe d'organisation et tout. Donc, au début, c'était DMs, phone calls. J'ai recruté vraiment pas une bonne idée. J'ai recruté une équipe en Afrique. Shoot, ready, aim, man. Oh, that was a bad one. Okay. Yeah, on va pas répéter celui-là. On va pas répéter ça parce qu'ils faisaient l'appel, mais ils n'étaient pas capables de pouvoir challenger, les objections, pour pouvoir répondre aux objections. C'était juste comme, hey, est-ce que tu as entendu parler de l'événement de Chirurgien Elevate? Donc, évidemment, tout le monde connaissait dans le courtage Chirurgien, mais là, il fallait parler de l'événementiel. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Donc, ça a été plusieurs canaux, publicité, téléphone, courriel, quoi d'autre? Moi, personnellement, j'ai appelé tout le monde. Quoique, tu sais, je suis même allé au-delà. Je faisais des événements, des mini-workshops avec toutes les équipes immobilières et courtage hypothécaire sur comment bâtir un meilleur réseau social. Okay. Alors, j'appelais François Macaille, j'appelais Sarah Tourny, j'appelais plein de monde. Je disais, hey, en passant, je donne un cours gratuit sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous intéresse? Là, ils me donnaient l'opportunité de le faire. Puis, il y avait comme 10-15 personnes. Puis, je faisais la tournée du Québec au complet. Donc, tu donnes une valeur ajoutée et en même temps, tu parlais de l'événement. À la fin, je parlais. Smart. Give something of value and then cross-sell afterwards. Et dans l'événementiel, ce que j'ai compris, c'est que ta billetterie vend les dernières journées. Right? Yeah, tac. C'est que vraiment les dernières journées, comme on avait je pense que 5 à 7 jours avant, on était comme peut-être à 30-40% de billetterie vendue. Alors, on était en tabarnak, comme on était dans un mode genre, faut qu'on coupe sur les dépenses parce que sinon, on n'arrivera pas. Puis là, pow! Et vers la fin, mais ça a explosé là, au niveau de la... je pense que j'ai vendu 50 à 60% de la billetterie vraiment les derniers jours. C'est une crise d'anxiété, ça. Ouais. Tu me le combles, j'ai une crise d'anxiété. To be honest, I was ready to lose.
Like, Just let's go. I went in knowing, like, okay, I might lose. Et on s'entend quand on parlait de ton big plan parce que ça, cet événement-là, tu l'as mis tantôt, tu n'as pas fait de l'argent. Non. Tu as perdu, en fait. Un petit montant, mais tu as quand même toute cette organisation-là, tous ces contacts-là. Mais toi, tu m'as dit, it's part of my larger plan. Puis ça, c'est une affaire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne voient pas, là, comme, tu sais, your future projection, comme, tu sais, 10-year plan, 5-year plan, 10-year plan. Là, souvent, les gens sont tellement dans leur day-to-day. Mais c'est quoi ton objectif? Your end picture. C'est quoi le end game? Puis travailler en reverse engineering à aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, j'ai un sentiment que probablement tu penses de cette façon-là. So, pour les gens du Québec, maintenant, c'est quoi ton big plan? Comment tu vois ça? Comment que Elevate, pour toi, c'est un stepping stone ou quelque chose que tu veux construire? Ultimement, comme Simon Sinek demanderait, c'est quoi ton why? C'est une bonne question. Donc, il y a plusieurs angles que je peux projeter, tu vois, je peux voir. La première chose, Elevate, l'année passée, j'ai eu énormément de difficultés à vendre $400 billet général. Cette année, encore la difficulté à vendre $650. C'était sur 2 jours. Alors, c'était justifié. Encore, c'est moins cher si tu divises sur 2 jours. Ouais. But j'avais la difficulté. Là, ouais. Mais cette année, on a encore surpris l'audience en vraiment donner la qualité. Ouais. Tout a été pensé, tout a été détaillé. Alors, on a eu plein d'entrevues durant l'événement, comme quoi on a posé la question, est-ce que tu as eu pour ton argent? Puis les gens étaient comme, ouais, écoute, je ne m'attendais pas à ça, $650, j'aurais pu payer $1,000, puis j'aurais été content. Tu vois, donc... Garde ce recording, là. Tu peux leur rejouer l'année prochaine quand tu charges $800. Send them their own video. Hey, à part ça, c'était pas toi, ça? Trust me. Like last year, we didn't have any testimonials. Like, we kind of like messed it up there. Là, on a comme une centaine de vidéos des gens qui ont participé. Ouais, pour aider le marketing de l'année prochaine. C'est ça, exact. Ouais. Et donc, l'année prochaine, évidemment, comme vendre à $650, ça va être plus facile. Donc, mon objectif, comme tu as dit, organiser des très gros événements où je peux amener des Oprah Winfrey, des Barack Obama, des gens vraiment de haut calibre et que je suis capable de pouvoir payer ce monde-là 500 000 US parce que j'ai une audience. Ça, c'est avec Elevate. Donc, le brand Elevate va devenir de plus en plus gros. Ouais. Et ton podcast, ça devait être aussi maintenant. Exact. Ouais. Alors, mon objectif, c'est que des gens un peu partout viennent à Montréal. Comme toi, tu vas à New York. Moi, je vais souvent à Miami. Tu veux ramener les gens ici. Je veux que les gens viennent pour Elevate. Alors, c'est avoir ce genre de brand. Puis, comment je vais le faire? C'est en ayant des plus gros et des plus gros speakers et avoir cette brand recognition. Eventually, we could get there. Alors, ça, c'est une raison derrière Elevate. D'autres choses, c'est que j'ai toujours voulu m'asseoir avec des plus gros clients au niveau d'hypothèques et comme travailler avec des Luc Poirier, des Régionnaires Courtemanche, des gens comme ça. Puis, tu sais, ce que j'ai compris, c'est que if you're not invited to the table, you create your own table. You buy your table. Buy a seat, yeah. If you're not invited, buy your way in. Buy your way in, right? So basically, like, by building all this, like, I'm getting recognized on the other side. Et ça te donne des connexions pour les gens qui sont là. Ça me permet d'avoir des connexions. Tu as des connexions avec eux. Alors, aujourd'hui, ça fait du sens parce que, tu sais, dans le résidentiel, avoir un gros brand comme ça, c'est comme, yeah, you get a lot of clients, but you're not evolving as, like, you're not talking to, like, big people. Non, c'est ça, exactement. It's harder, right? Si tu veux juste vendre faire des hypothèques à des maisons, pour des maisons à Westmount, il y a combien de maisons à Westmount? À un moment donné, comme, c'est captif. C'est très, très réservé. Donc, je voulais... étant donné que je vais dans le commercial, ça me permet d'avoir des plus gros clients qu'aujourd'hui, je peux parler avec un Brocolini puis ils sont prêts à m'écouter au moins. Que le gars, il a fait tout ça. Crédibilité. Ils vont être prêts à m'écouter au moins. Ouais. Donc, ça me m'ouvre des portes pour faire ma business d'hypothèque. Ça me permet aussi d'avoir des fonds pour le prêt privé, pour pouvoir investir. Ouais, donc, des fois, durant l'événement, il y a un gars qui me dit hey, mon père a 3 millions, il ne sait pas quoi faire avec son argent, est-ce que tu veux l'aider? Comme, are you fucking serious? Like, si tu veux l'aider. Of course, je veux l'aider. Oui, OK, c'est bon, on se parle. Puis exact, puis j'ai parlé 15 minutes, puis le gars, il est comme en laine, tu vois. Donc, c'est comme pour toi, c'est un networking on steroids. Absolutely. Like, c'est ça que, tu sais, si tu regardes les grands tomes de ce monde, des grands entrepreneurs comme Grant Cardone, tous ces hommes-là, c'est comme, ça devient de plus en plus facile. Donc, de plus tu as d'exposure. Tu commences un Elevate University comme Grant Cardone. Eventually, yeah. So we launched this year my capital raising program, right? Ah ouais. Capital raising. So how to like raise money? Like I didn't see any courses on that. So, comme genre comment devenir un VC? Pour l'immobilier.
OK. pour l'immobilier, mais quand tu comprends l'immobilier, tu peux raise pretty much for everything else. It's just a matter of like how to build trust with people. Ouais, right? exactement. Donc, De crédibilité, puis bâtir un réseau. Là, bâtir un réseau. Yeah. Alors, I spoke in front of 1,400 people for 60 minutes. So I did the Alex Hormozi. I don't know if you ever saw the Alex Hormozi last one. He sold in a weekend $106 million of books. Jesus. Yeah, this guy is a beast. Like he learned from Russell Brunson, which I'm bringing him next year. Ouais, c'est ça. Right? Ça, c'est là, j'avais la question. Donc, ton headliner l'année prochaine, ou un des headliners. So I took his strategy, 60 minutes, so I created a problem. Donc, j'ai créé un problème que les gens ne s'attendaient pas. Genre, l'argent fait toute une différence dans votre business. Right? La raison pourquoi, il y a plusieurs compagnies qui survivent des crises économiques, c'est parce qu'ils avaient de l'argent pour pouvoir survivre. War chest. Alors, en tant que petit joueur, vous aussi, vous devez penser à comment aller chercher de l'argent, comment aller chercher de l'argent des autres pour pouvoir investir dans votre business. Et dans l'immobilier, c'est la seule raison pourquoi vous pouvez bâtir une patrimoine et grossir, c'est en utilisant le levier des autres. Alors, j'ai comme créé un problème. J'ai dit, pourquoi c'est un problème? J'ai dit que si vous avez que 1 à 2, 3 saisons entrepreneuriales, chaque saison, ça dure 10 ans. Il y en a que vous avez seulement une saison, donc il faut aller beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai vraiment poussé ça à un autre niveau. À la fin, je suis comme, I have a program to help you guys. Like, it's $5,000. I have all these speakers, all these experts. I have Andy Elliott, Daniel G, Corey Albert, Raymond Hibb. All those guys are coming in my program for $5,000. They sell their own program for like $10,000 each. If you get it in my program, it's only $5,000, and you have all those experts. Like, we had more than 100 people that bought it. Qui ont bought in. C'est quand même 100 personnes, 500 000. How? Well, et là, ce programme-là, tu l'avais déjà fait, là. Tu l'avais créé. J'avais déjà créé, j'avais déjà testé sur le webinaire virtuellement. Ouais. C'est un défi 5 jours qu'on avait testé pour voir s'il y a un marché pour ça. Tu as vendu 100, puis après ça, tu as fait le programme, naturellement. Je suis en train de le faire. Puis c'est fou comment c'est beau à voir parce que... Comment ils aiment les programmes jusqu'à date, le feedback? J'aurais pu rien dire, juste mettre tout ce monde-là ensemble. Ils faisaient leur propre business entre eux. Ouais. Et tous des gens comme, j'ai des courtiers immobiliers qui vendent des maisons, qui vendent 200 maisons, 300 maisons, des parcs de 15-20 millions. Donc, c'est toutes des élites, des gens qui réussissent en affaires, qui sont dans mon programme. Donc, je peux rien faire, puis juste être dans l'environnement, dans la même salle. La business s'échangeait. C'est en personne ou? Je le fais en personne cette année, cette fois-ci. Et là, tu fais rentrer tes gens, ces gens-là que tu as mentionnés, tu les fais, tu fly them in? Ou non, obviously not. C'est virtual? Daniel G is virtual. He came last week. Andy Elliott is virtual. And Corey just came in like yesterday. And people loved him. Puis ils te rencontrent en personne. Puis donc, ça fait partie de... So it's like a one day sur le programme. C'est 90-day program. So every week, every Wednesday, they're coming in. So, après 10 ans de carrière, c'est là que je me lance en coaching. Je voulais pas être un imposteur, créer un produit juste pour faire de l'argent. Je maîtrise l'art de raise money because I'm doing it for private lending. So I'm like, you know what? Let me just go in there. Et je voulais trouver une business qui a aucune frontière. Because mortgage brokerage, like being a mortgage broker, every time you want to like spend, go to other provinces, you need to have a license. Ouais, right? Alors, je voulais avoir avec Elevate qui grossit, je veux avoir un produit que je peux like scale to different markets coast to coast. Without like having l'AMF, sans que le barrier licence et tout ça est compliqué. Raising money, everybody has that problem. Like everybody needs money. I'm like, you know what? If I scale my brand, I could do that. Maybe get to like Grant Cardone level where I have different programs to help people. Tu l'appelais comment ce programme-là? This is like diffuse raising capital raising. Just pas elevate. You didn't keep elevate something? No. Come on, man. You gotta keep that brand. Il faut garder le branding, bro. It's gonna come on. It's gonna come in. Right? OK, excellent. Donc, l'année prochaine, c'était à quelle date, Elevate? C'est le 24 au 26 septembre. 24 au 26 septembre. Est-ce que tu as déjà choisi ton venue? Non. Probablement, ça va être la même place, Nesra. On est en train de regarder ça encore. Oui, ça a bien été cette année. C'est ça. Ils ont même encore plus préféré que le Palais des Congrès. Juste la manière que ça a été fait. More tighter? It's like, yeah. More intime. Beaucoup plus intime. Oui, Palais des Congrès, des fois, tu perds, c'est des feels spread out. Yeah. Hein? Ça va être too big. Quand même, quand tu marches entre les salles, tu te sens un peu comme... On avait bâti une tente à 50 000 à l'extérieur pour que tout le monde rentre par la tente. Puis il y avait tous les sponsors étaient juste en c'est des sponsors d'événements aussi. Ouais, j'avais plusieurs. Tes major sponsors, c'est, mettons...
C'est toutes des PME. OK, des des petites PME entreprises. qui veulent être là pour servir les membres qui sont là Exact. Donc, l'année passée, on avait comme BMO, on avait certaines banques, mais encore là, c'est des succursales qui sponsorisent ou la personne qui sponsorise, comme spécialiste hypothécaire qui sponsorise. tu vois. OK. My goal is to get the bigger brands, right? So the thing is, you need to prove yourself. Like, you need to prove to the market that these big brands can benefit from it. So this year, I'm probably going to get like bigger and bigger brands than Maybe just... car brand makes sense. Oui, on a eu Devenzo, qui est un Exact, ouais. vendeur de voitures de luxe. C'est eux qui nous ont donné toutes les Rolls Royce. Ouais, ça semble un peu et Porsche. Rolex. Ça serait interesting. Ouais, c'est ça. Comme C'est très compétitif. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'attentes. Très difficile. Comme les sponsors, il y a toujours exposure, je veux ça. Ouais, c'est intéressant. C'est ego game aussi, des fois, c'est genre... So, Elevate, les billets ne sont pas encore vendus, mais tu as mentionné peut-être un autre nom que tu vas que tu peux nous dropper? Pour le moment, non. Non, pour le moment, non. C'est ça, you're cooking? Yeah, I'm cooking. You're cooking. All right. Donc, on va I can drop another name. I'm halfway there. The president of Shopify, Harley. Okay. He might come. Donc, à discuter. He might come. Un qui est... tu sais, j'ai peut-être un nom pour toi. Do you know him, Harley? I know who he is, but I don't know him personally. Non, c'est ça. Mais j'ai peut-être un autre nom qui serait intéressant. Ouais. Is it Ryan Lahaye? Non, c'est vastement plus que moi. Il fait partie d'un groupe très restrictif. Il y en a juste 30 comme lui au Canada. Donc... Really? Okay. I'll give you the name. Il est montréalais aussi. Oh, really? Yeah, Harley is Montrealer as well. Yeah. This is bigger than that, though. Oh, I'll drop it off. Yeah. Oh, what the hell? Okay. I'll drop it off. Okay, cool. I appreciate it. Yeah. Ben non, mais il n'y a pas trop. Attendez, donc, tu vois, on travaille déjà ensemble. Écoutez, Seroujane, c'était vraiment intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès. Et puis, tu m'enverras l'invitation pour... Alors, on a Ryan pour l'année prochaine. Let's freaking go. L'invitation pour 2026 en septembre pour Elevate. Puis, dans ta business hypothécaire, dans ta business en général, je te souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu en retenue. Merci pour l'invitation. Je regarde tes podcasts ici et là. Puis, je suis content que tu as continué jusqu'à 5e saison. Tu sais qu'est-ce qu'on dit, right? Dans les podcasts, c'est que beaucoup commencent des podcasts, mais... Des fois, ils arrêtent après parce qu'ils n'ont pas de résultats au début. Ouais. Mais il y a a bigger play than just having clients, building relationships. Mais comme tu sais, consistency. Right? Dans n'importe quoi, c'est consistency will beat out talent 9 sur 10 fois. Et souvent, qu'est-ce que je dis à ceux qui m'invitent, c'est que ça va me faire plaisir de participer à ton podcast, mais seulement à ton 30e. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est 57e. 57e, donc you know on a traversé la barrière de 50. Ouais. That's great. So you see success, so obviously it's good. You know why? Because one time I did a favor. Like, went to a podcast for the first time, and I was the first speaker. I was the first guest ever, and I was also the last one. So first and last. Like, it looks bad, right? It looks bad. Ouais, tu vas pas être le seul qui est... Parce qu'ils ont arrêté. Donc, aujourd'hui, je veux savoir... Ça vient de Patrice Ménard, quand il m'a comme fait travailler pour l'avoir dans son podcast, dans mon podcast. Et ça m'a pris comme 25 épisodes pour l'avoir. Puis, il m'a dit, Seroujane, tu sais, le nombre de fois que je me fais inviter, puis que malheureusement, genre, il prend l'exposure, puis après ça, ils arrêtent. It looks bad on you because that means like you could get easily sold, right? Ouais, absolument. Tu veux garder ton brand. Donc, merci encore, Ryan. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Merci. Thanks, man. Merci. Boom. À la prochaine. Merci d'avoir été avec